Nous sommes ravis de vous retrouver pour le Forum de la mode organisé par le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Donc pour cette 5e édition, nous avons la chance d'être accueillis par le Mobilier National et le Campus des métiers d'art et de design. Et le sujet cette année, les nouveaux métiers de la mode et notamment la question de la RSE qui est au cœur de la stratégie globale. On sait aujourd'hui, la responsabilité sociale et environnementale n'est plus une option. Elle doit infuser toute l'entreprise, facile à dire, pas forcément à faire. En tout cas, il y a 1001 façons de s'engager et d'entamer sa transition éthique et écologique. L'important, c'est d'éviter le greenwashing, de réfléchir autrement, changer de paradigme et s'appuyer sur des initiatives innovantes et de nouvelles compétences comme celle de nos invités autour de la table pour parler RSE. Christophe Boquet, bonjour. Bonjour. Directeur qualité, conformité, RSE et SAV chez la marque Chloé. Marie Falguera également, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Nona Source. Vous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Et on a un designer avec nous, Eugène Reconos. Bonjour. Vous faites notamment des baskets comme celles que vous nous avez amenées. Vous nous raconterez ça. Christophe Boquet, Chloé, marque du groupe Richemont. Ne l'oublions pas. Vous êtes ingénieur textile de formation et c'est important parce que ça va permettre d'expliquer votre vision des choses à l'intérieur, notamment de Chloé. Vous vous occupez du développement des matières premières, notamment, et ça c'est une grande question en termes de RSE, des nouvelles matières, et vous donnez des cours à l'Institut français de la mode, également sur ces questions. Alors, comment insuffler une stratégie RSE, cette fameuse stratégie RSE au sein d'une maison de couture ? Est-ce que c'est en devenant, comme vous, en octobre dernier, la première entreprise de luxe européenne qualifiée Bicorp ? Bicorp, on le rappelle, c'est quand même l'une des certifications les plus exigeantes en matière d'impact social et environnemental. Je dirais que la certification Bicorp, c'est pas une fin en soi. Ce n'est pas grâce à Bicorp qu'on crée une stratégie RSE dans l'entreprise. Ce qui est important pour nous, on avait d'ailleurs une stratégie avant de lancer la certification. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une stratégie RSE qui fait partie d'une stratégie globale de l'entreprise et que la chaîne de valeur bénéficie de cette stratégie RSE. Et ce qui est important, c'est que je dirais que Bicorp a accompagné la transformation de l'entreprise, elle continue de l'accompagner et surtout elle permet de qualifier cette transformation et de la rendre plus robuste. Puisqu'on est audité tous les 3 ans, il y a un système de scoring très précis et c'est un audit qui est fait par une entité indépendante. Et donc voilà, donc ça permet de dire on est sur la bonne voie, mais en plus on prouve et on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, ce qui est important dans une certification. Et ce que je disais, quand ça doit insuffler toute l'entreprise, par exemple avec Bicorp, ça intervient, on peut dire quoi, à 3 niveaux, et essentiellement au niveau organisationnel. Ouais, ça intervient à tous les niveaux en fait. Il y a 5 piliers au sein de Bicorp. Donc on touche à la gouvernance de l'entreprise, on touche aux employés, aux communautés, au sourcing, et puis aussi à la façon en fait dont on va recevoir le feedback des consommateurs via le SAV par exemple. Donc oui, ça touche en fait. Ce qui est intéressant dans Bicorp, c'est une vision 360 de la RSE et que rien n'est laissé au bord du chemin. Alors, vous le disiez, ce label n'est pas une fin en soi, votre transition écologique et solidaire se poursuit. Ceci dit, est-ce qu'elle nécessite de nouvelles compétences, voire de nouveaux profils, de nouveaux métiers dans l'entreprise ? Oui, ça c'est vrai. Pour moi, il y a 3 nouveaux métiers en fait, qui deviennent de plus importants. Alors pas pour Bicorp, vraiment pour accompagner ces transformations autour de la RSE. Le premier, c'est tous les métiers de la science, avec une forte approche scientifique. Quand on étudie des rapports environnementaux, on fait appel à beaucoup en fait, de sciences, c'est des choses assez complexes et puis vraiment multidisciplinaires. Quand on parle de biodiversité, quand on parle de plastique, quand on parle de recyclage ou de pollution, c'est vraiment, on fait appel à beaucoup de disciplines, donc c'est important d'avoir cette vision scientifique globale. Et je pense qu'avoir une bonne base scientifique, c'est important. Deuxième, je pense, des métiers importants pour moi, c'est le métier de la communication. En fait, on a le métier de la communication interne et externe. Interne pour que justement cette transformation elle soit bien comprise et qu'on ait un engagement vraiment global des employés et qu'on puisse aussi en permanence leur rappeler où est-ce qu'on va, quelle est la vision et pourquoi on fait tout ça.
Et puis la communication externe est importante. On a parlé de greenwashing tout à l'heure. Il est important de concevoir en fait un discours qui est cohérent par rapport à l'impact. Et souvent, parler d'impact social, par exemple, ça demande des compétences spécifiques. Et voilà, pour éviter justement ce greenwashing, on a besoin de ces compétences. Est-ce qu'il y a des métiers liés à la data aussi? Alors, il y a des métiers bien sûr liés à la data. On se rend compte que quand on veut faire un rapport environnemental, on a besoin de bien comprendre les datas et souvent on doit aller chercher des informations dans différents systèmes d'information, dans des tableaux Excel, voilà. Mais en tout cas, c'est cette notion de data crunching. Moi, c'est nouveau. J'ai entendu parler depuis 2 ans de data scientist. Voilà, c'est des métiers que j'avais jamais connus avant, ou en tout cas que j'avais jamais côtoyés. Et ils sont devenus très importants, en tout cas pour moi aujourd'hui. Il y a un dernier métier très important pour moi, c'est les RH en fait. C'est tous les métiers des ressources humaines, puisqu'on parle de transformation, on parle d'accompagnement, on parle aussi de jeunes et de recrutement. Donc ils ont une part très importante là-dedans. Et puis il y a aussi l'accompagnement même des missions sur le terrain. On parle de volontariat, on parle d'inclusion, de diversité. Donc les ressources humaines ont un rôle prépondérant dans ces projets. Des compétences qui vont permettre de résoudre aussi une multitude de problématiques pour mieux faire, c'est bien ça l'idée. Et c'est exactement aussi ce sur quoi vous avez travaillé. Marie Falgara, vous êtes aussi ingénieure textile. D'ailleurs, je crois que vous avez fait la même formation, la même école. Vous avez imaginé avec 2 autres personnes une plateforme de revente de stocks de tissus dormants des maisons de LVMH. C'est une initiative incubée au sein du groupe de luxe dans le cadre de la stratégie Life 360. Racontez-nous un petit peu la genèse et la mise en place du projet. Oui, alors c'est un projet en effet qui illustre les engagements du groupe LVMH dans sa phase de concrétisation, mais en amont de ça, c'est vrai que c'est parti d'une idée, d'un constat. Dans nos métiers d'origine, Romain et moi, Romain qui était acheteur et moi à la qualité, développement matière et compliance, de constater tous ces dead stocks en fait, qui dormaient, qui ne servaient plus aux maisons, qui arrivaient en bout de chaîne, en fait, dans la chaîne de valeur textile, parce que les maisons évidemment fabriquent des vêtements, des produits finis, donc ils dormaient dans les entrepôts, et avec une conscience qu'en face il y a des jeunes créateurs, il y a en fait un marché, des gens qui pourraient réutiliser ces tissus. Donc Nona est partie de cette première idée et ensuite il a fallu un certain nombre de mois et de nouvelles compétences qui sont venues se greffer en fait, à Romain et moi pour pouvoir faire naître ce projet. Et je voulais souligner ce point-là parce que c'est important, comment est-ce qu'on arrive à concrétiser finalement quelque chose qui est nouveau. C'est l'intrapreneuriat. Tu parlais des RH tout à l'heure. En effet, c'est de pouvoir permettre à des personnes de sortir de leur poste principal, de leurs compétences et donc de leur zone de confort pour aller concrétiser, donner vie à une idée. Et en ça, c'est la puissance aussi de l'intrapreneuriat, donc du programme DAIR chez LVMH qui s'appelle comme ça, pour pouvoir en fait nous apporter nous coacher, nous mettre en relation avec des experts au sein du groupe, et il y en a énormément. Et là, je vais citer d'autres métiers. Il y a des métiers de la logistique, parce qu'en fait, Nona Source, c'est les stocks dormants dans les entrepôts des maisons. Et donc, chez Nona, on rachète les stocks, on les revalorise, on les digitalise, et ensuite, on les met à disposition via une plateforme, donc c'est un e-shop de la jeune création. Donc, il y a ces métiers, en fait, qui sont sous-tendus, des métiers de la logistique, des métiers du digital, parce qu'en fait, on a aussi appris à mettre en ligne des produits, et derrière, ensuite, livrer des clients, donc c'est du e-commerce standard. Pour l'instant, uniquement des maisons LVMH. Oui. C'est ça, mais absolument. Petit à petit, elles s'y mettent à peu près toutes. Oui, tout à fait. On a un vrai engouement au sein du groupe. Et c'est pour ça que c'est intéressant la notion de RSE qui infuse. Il y a déjà la notion de bon sens et je dirais l'engouement autour de Nona Source dans les maisons et dans le groupe, et même auprès de nos clients, parce que voilà, c'est quand même pour nos designers qu'on fait tout ça, c'est de se dire qu'il y a une prise de conscience de la valeur des ressources au sens large. On peut parler de biodiversité, de toutes ces choses, évidemment l'impact de l'industrie textile qui a un impact écologique assez fort, une empreinte, j'allais dire, assez lourde, et ça on en a conscience, et finalement un projet qui prend soin de ressources qui ont déjà été produites, qui ont déjà nécessité de l'énergie, des ressources. Voilà, elles sont là, elles peuvent avoir une deuxième vie, et il y a des talents qui sont capables de leur donner une deuxième vie. Voilà, et ça c'est voilà, et de faire le lien finalement entre ces maisons qui ont terminé un cycle, des talents créatifs de l'autre, et nous aujourd'hui on a cette mission-là. Parce que vous vendez avec des prix quoi, 60 à 70% moins cher. Oui, que le prix d'achat. Que le prix d'achat initial. Christophe Bouquet, donc
Effectivement, vous ne faites pas partie de LVMH, donc a priori pas pour l'instant de Nonasource, mais qui sait, peut-être un jour ça viendra. Que pensez-vous de cette initiative? Est-ce que vous-même, chez Chloé, vous avez mis en place un programme pour gérer ces stocks dormants? En tout cas, sur l'initiative, elle est excellente. En fait, ils sont allés beaucoup plus loin, en fait, même que nous, ce qu'on voudrait faire. Donc, on est très admiratifs. Nous, on utilise déjà nos stocks dormants au sein de nos collections. Une partie des collections sont fabriquées avec des collections des saisons précédentes ou des saisons précédentes chez certains fournisseurs, en fait. Et puis, on n'est pas allé jusqu'à digitaliser, mais on a mis en place une tissu tech avec des classeurs. Et donc, c'est très organique avec nos designers. Et ils aiment beaucoup, justement, toucher ces matières et recréer quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est les ponts qu'on crée entre différentes catégories de produits. On a des personnes qui vont faire pompe de la chaussure, qui vont utiliser, grâce en fait, à ce biais, des matières qui viendraient du prêt-à-porter. Donc, c'est une nouvelle créativité, encore une nouvelle vie. Et puis, nous, en fait, ce qu'on a fait aussi qui nous a vraiment animé, c'est un partenariat avec Shelter Suits qui fait des vêtements en fait, pour les sans-abri. Et on leur a offert en fait, notre stock de matières pour pouvoir à la fois créer des produits, mais aussi créer leur premier défilé. Et là, ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'on a associé une réutilisation de matière, donc un impact environnemental plus faible, avec un impact social fort, ce qui est vraiment ce qui sont dans les valeurs de Chloé. C'est-à-dire que vous avez une directrice artistique qui aussi pousse un dirigeant, une directrice artistique, des équipes, et la directrice artistique Gabriela Hearst sur toutes ces questions-là, et ça c'est important pour impulser toutes ces questions-là. Marie, vous aussi vous êtes en physique, puisque de plateforme web, vous avez désormais un showroom à la Caserne, dans le 10e arrondissement de Paris. Ça sera quoi la prochaine étape? Parce que pour l'instant, vous n'avez que de l'offre textile. Oui. Alors, il y a une double prochaine étape, un showroom, un deuxième showroom à l'étranger pour toucher le plus de designers possible et également développer, en fait, ouvrir une offre cuir. Parce que en fait, nos maisons qui sont de mode et de maroquinerie ont évidemment beaucoup de stocks dormants de cuir. Et les peaux en fait, ont une grande valeur. C'est très particulier, c'est quand même des animaux, donc il y a aussi un impact émotionnel et un potentiel créatif également très fort. Donc voilà, on va être très fiers de pouvoir dans quelques mois mettre en ligne également des cuirs de très haute qualité. Et ça pourrait intéresser Eugène Reconos, designer, créateur de baskets et de chaussures pour femmes. Vous avez fondé plusieurs marques, vous avez collaboré avec des dizaines d'autres. D'ailleurs, et dès vos premières créations, au départ c'est par souci d'économie, ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez utilisé le système D, c'est-à-dire récupérer des chutes de cuir pour fabriquer vos chaussures. Où vous fournissez-vous pour les chutes de cuir ? Alors, à l'heure actuelle ou quand j'ai commencé? Les deux, peut-être justement, comme ça on peut voir l'évolution un petit peu de l'offre. C'est presque la même manière. Enfin, au début, c'était vraiment par nécessité, avec les moyens du bord. Donc, à Cholet, il y avait déjà à l'époque des récolteurs qui récupéraient les chutes, donc des chutes de maroquinerie ou de souliers. Et ma première collection, ma première capsule en 2009 était fabriquée de cette manière. Et tout ce qui est assez drôle, c'est que la première fois que du coup j'ai vendu cette capsule, j'avais 30 paires, c'était rien du tout, mais j'ai eu l'impression d'être un industriel. Et ça m'a fait peur en fait de voir à nouveau encore des chutes de cuir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je les garde. Bon, je les garde, je ferai peut-être d'autres protos, ou je les donnerai à une école. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais à nouveau faire une collection avec. Donc c'est devenu une collection de baskets à nouveau. Et en évoluant avec ma propre ligne principale, il y avait déjà aussi des chutes de tissu, des chutes de satin et de cuir à nouveau, donc je continue à les récolter. Vous vous auto-alimentez? Je m'auto-alimente ou parfois je me sers aussi d'autres alimentations de certaines maisons qui sont du coup vendues. Donc à l'époque, il n'y avait pas Nonasource. Et c'est super qu'il y ait une initiative comme ça, parce qu'au début, c'était plus un petit peu comme de la revente. C'était un peu sous le manteau. C'était un peu sous le manteau, ouais. C'était pas quelque chose d'officiel en fait. Et c'est intéressant aujourd'hui qu'on a des choses comme ça. Alors aujourd'hui, vous apprêtez à lancer des chaussures que vous nous avez amenées. Là, ça va encore plus loin sur la réutilisation, sur l'upcycling, sur l'économie circulaire, puisqu'elles sont fabriquées en partie à partir de déchets marins et de caoutchouc recyclés. En fait, vous avez créé une nouvelle matière. Expliquez-nous. En fait, le constat, tout d'abord, j'ai eu l'occasion d'être consultant pour beaucoup de maisons et de marques qui avaient ce besoin d'être sur une démarche circulaire, donc de faire à nouveau des baskets ou d'autres produits, même des t-shirts ou même des produits de packaging. Et je me suis rendu compte que quand elles touchaient à ce qu'on va appeler le plastique océanique, même si on n'aime pas forcément ce terme, elles n'avaient aucune idée d'où ça venait. Et moi, j'ai grandi à La Rochelle, donc proche de l'océan.
Et je me suis dit, comment je peux faire pour avoir un impact, mais un impact déjà chez moi. Donc j'ai recréé un sourcing. À la base de ce sourcing, j'ai réfléchi comment je pouvais intégrer le plastique, ainsi que d'autres déchets biomarins. Donc les déchets biomarins, ça va être des coquilles, de l'algue, parce qu'il y a aussi des algues toxiques. Et à partir de ça, comment je pouvais créer une nouvelle matière, mais une nouvelle matière que j'allais pouvoir récupérer en fin de vie pour la réintégrer à nouveau. Il ne suffit pas juste de déplacer le problème et de le remettre à nouveau dans la nature. Donc du coup, cette nouvelle matière, aujourd'hui, elle est utilisée avec le lancement de cette basket qui s'appelle ER. Et on l'appelle la version bêta, c'est encore une version test, de voir comment on va pouvoir la faire évoluer en fin de vie. D'accord, donc là, vous n'avez pas travaillé tout seul, parce qu'une nouvelle matière, ça ne se fait pas comme ça. On ne va pas ramasser 4 huîtres et un bout de plastique dans la mer pour créer tout ça. En fait, en France, il y a déjà énormément d'associations, d'initiatives qui existent. Et ce qui a vraiment été le déclic, c'est que je rencontre une association qui, elle, récupère du plastique, qui en l'occurrence permet de donner un emploi à d'anciens marins qui ont été un petit peu cassés par la pêche en mer, donc qui font du démantelage de filets de pêche. Et il me dit, j'arrive pas à vendre mon plastique recyclé à sa valeur. Je le vends moins cher parce qu'en fait, la plupart des marques ou des industries vont le chercher dans d'autres pays qui sont très loin, où ça consomme énormément de les faire venir. Et moi, j'arrive pas à le valoriser. Du coup, c'est parti de là. Donc l'idée, ça a plus été de s'appuyer sur un réseau déjà existant, ensuite travailler avec des compondeurs, donc qui vont faire le mélange de la matière, et petit à petit remonter la chaîne jusqu'au soulier fini. Et oui, avec vos partenaires, parce que les fabricants, il faut qu'ils jouent le jeu aussi, c'est un vrai sujet. Christophe, qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi? J'imagine que vous travaillez, on en parlait tout à l'heure chez Chloé, sur de nouvelles matières comme ça. Oui, tout à fait. C'est des super initiatives. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette initiative, encore une fois, c'est le lien qu'on va faire entre l'environnemental et le social. Donc ça, c'est vraiment des super partenariats. Donc bien sûr, on étudie nous aussi des alternatives au cuir. Et on étudie aussi des alternatives, pas des alternatives, mais des nouvelles façons de produire des fibres avec des nouveaux recyclages en fait. Donc soit en recyclant des vêtements ou des chutes de tissus. Ce qui est important là-dedans, c'est d'être sûr qu'on recycle bien et qu'on rend bien recyclable. Ça, c'est très important, car souvent, des fois, on peut voir des alternatives qui vont être difficiles elles-mêmes à recycler, donc on ne peut pas assurer la boucle. Nous, ce qui nous anime beaucoup aujourd'hui, c'est aussi, je dirais, les alternatives au supply chain classique. On en a parlé un petit peu, mais le fait de dire on va faire du neuf avec du vieux, donc on va utiliser des matières comme le lin ou le chanvre, qui sont, je dirais, bien connues depuis très longtemps, mais qui étaient tombées en désuétude, je dirais, les 20-30 dernières années, et qui reviennent très fort parce qu'elles ont un impact environnemental très, très faible, mais aussi parce qu'on peut les cultiver dans le nord de la France, en Belgique, proche d'Amsterdam, et que finalement on peut recréer une supply chain avec des filatures dans le nord de la France, et donc recréer en fait un tissu industriel autour de ces matières. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Alors, c'est peut-être pas de l'innovation telle qu'on peut l'imaginer, c'est pas des ordinateurs, c'est pas une start-up, mais en tout cas, c'est très intéressant, ça reste nouveau en tout cas pour nous, et c'est une façon pour nous de baisser notre impact environnemental. Vous, Eugène, finalement, vous faites de la R&D un petit peu tout le temps. Malgré moi. Mais oui, pour arriver à ce que vous souhaitez. En fait, c'est plutôt une anecdote, mais avant de manger un dessert, on termine son assiette. Donc c'est un petit peu une valeur assez simple que ma mère m'a donnée. Et l'idée, c'est plus... vous parliez d'alternatives au cuir. Alors moi, j'ai aujourd'hui pas forcément... j'ai pas fait un choix d'arrêter le cuir. J'utilise des chutes de cuir. Je pense que c'est une des matières aujourd'hui qui est les plus biodégradables. Et je vais plus aller dans un processus de création où je vais me dire, plutôt qu'utiliser une matière vierge, un matériau vierge, ou un matériau qui est soi-disant recyclé, qui utilise quelque chose de vierge qui est néfaste, ce qui est le cas de beaucoup de bioplastiques, etc., où il y a encore un problème de fin de vie, où je vais plutôt aller chercher à me servir sur quelque chose d'existant, plutôt qu'aller prendre quelque chose de vierge. Et ça fait partie du mood board de création, donc c'est une nouvelle manière. Mais un truc qui est important à savoir, c'est qu'on ne peut pas juste dire on prend une matière et on la met sur un produit. Ça demande de redessiner le produit, de le repenser différemment. Il y a certaines matières, par exemple, moi j'utilise de l'algue avec de l'EVA, ça va être intéressant pour l'absorption. Donc ça va être dans un endroit spécifique de la chaussure.
C'est pas juste on prend et on fabrique un soulier et ça fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce dont vous parlez, ça prend du temps de développement. Une fois qu'on a l'idée, l'envie, tout ça prend un peu de temps. Et pourtant, les jeunes, eux, ils veulent que ça aille rapidement. J'ai une question pour vous d'étudiante, de lycéenne. Anaé, 17 ans, elle est en première au lycée Poquelin à Saint-Germain-en-Laye. Une question difficile, hein, je vais vous la poser à tous les trois. Quand on voit le succès de Shein, dans cette fameuse plateforme d'ultra fast fashion, où on peut tout avoir très rapidement à 2 €, donc quand on voit le succès de Shein, comment nous, acheteurs, pouvons-nous forcer les entreprises à être plus responsables? Vous avez peut-être chacun un petit peu une réponse. Tiens, Marie, pour commencer. Oui, donc déjà, ne pas être dans le jugement et de pouvoir proposer des alternatives, parce que je pense que beaucoup de gens s'interrogent sur qu'est-ce qui est consommé responsable. Donc ça, c'est cette fois-ci le point de vue du consommateur, qui est finalement la cible finale. Et sans le juger, proposer des choses et éduquer aussi, donc parler des choix, en ayant conscience quand même que personne n'achète de manière 100% vertueuse. Je dirais que c'est plus une posture de créatif qui va aller bouger les lignes du processus créatif jusqu'à la production et l'industrialisation pour proposer quelque chose de nouveau. On a vu à quel point c'était pas simple. Donc maintenant, simplement expliquer pourquoi le produit est bien et pour qu'en fait les clients qui achètent soient fiers de le porter, en ayant conscience qu'il y a des mix dans les paniers, que ce côté un peu qui est propre à la mode, hein, c'est un peu le fantasque, le désirable tout de suite, voilà. Y aller en douceur et faire changer les choses en douceur également côté consommateur. Christophe ? Moi, j'adhère à ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que c'est intéressant d'aller juste se renseigner, en fait, d'aller voir sur les sites internet ce qui est dit et de comprendre les engagements des marques. C'est pas, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est pas seulement cliquer, en fait, hein, pour avoir un produit, mais juste de creuser un petit peu. Je pense que les gens aiment bien savoir quand ils vont acheter des tomates, si elles sont bio ou pas bio. Ils aiment bien savoir de quel pays les produits viennent. Je pense que c'est pareil sur pas cette marque en particulier, mais toutes les marques. C'est de dire finalement d'où ça vient, comment c'est fait et finalement quelles sont les valeurs que ces marques véhiculent. Et je pense qu'en creusant un petit peu, les gens arrivent assez facilement à se faire leur idée. Et il faut être bien curieux. Et puis voilà, il faut faire aussi confiance aux marques sur leur capacité à changer. Eugène ? Je pense que pour parler de cette marque en particulier ou plein d'autres, c'est plutôt un résultat de... Moi, je prône plutôt la slow tech que la high tech, même si j'adore la digitalisation pour ses bons sens du terme. Mais c'est cette manière de pouvoir se fournir quelque chose, donc ça peut être en effet un produit textile, mais aussi de la nourriture, de manière ultra rapide. L'immédiateté. Et en tout cas, moi, en tant que marque, j'ai plutôt tendance à, quand un produit fonctionne, à l'arrêter. Donc il est plus disponible et en fait il va se retrouver sur le marché de la seconde main et du coup il va être tradé, ça va être une valeur. Donc ce qui est le cas de certaines de mes créations, elles sont plus chères sur des ventes aux enchères. On a créé un environnement de seconde main pour pouvoir justement continuer. Et ce qui est intéressant, je pense, ça serait, en tout cas pour les consommateurs, de valoriser en fait ce qui va être la précommande. Shein, ça peut continuer, mais s'ils sont dans un cercle de fin de vie où ils récupèrent à la fin, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, je pense. C'est clairement pas le cas. Si on avance sur cette question des nouvelles compétences, des nouveaux métiers de la mode, Christophe, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes qui veulent se lancer dans la mode, entrer dans une maison d'ailleurs ou lancer leur marque, pour bien intégrer cette notion de RSE? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est de bien se former déjà. Encore une fois, c'est des métiers complexes et qui demandent des compétences. Et il faut faire confiance à ses profs, à ses écoles. Et vraiment, il faut travailler, quoi. C'est pas simple. Je pense qu'avant, il y a peut-être une quinzaine d'années, c'était des sujets qui étaient peut-être plus légers aussi. Et on se rendait moins compte. Puis les gens les moins vérifiés. Il n'y avait pas de certification, de choses comme ça. Mais aujourd'hui, non, c'est sérieux. Il y a des règlements qui se mettent en place. Il y a des consommateurs sont de plus en plus éduqués. Donc oui, il faut se former. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Après, c'est difficile de se former parce qu'il n'y a pas encore aussi toutes les écoles. C'est pour ça qu'on est aussi là pour accompagner et pour promouvoir nos métiers. Mais c'est vrai que c'est complexe. Voilà. Je dirais que le deuxième conseil, c'est pas d'y aller seul. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus de ponts qui se font entre les marques, ou alors il y a des forums qui existent, il y a des vidéos, il y a des sites internet très bien faits. Et je pense qu'il faut être très curieux
pour aller voir ce qui se passe et pour comprendre. Et encore une fois, la formation, c'est aussi d'échanger avec d'autres entreprises. C'est ça qui est intéressant, ça fait partie des sujets sur lesquels des maisons ou des institutions, voire des gens qui ne se parlaient pas, se retrouvent à parler ensemble. Je pense à Paris Good Fashion, au Fashion Pack, etc. Où effectivement, mais même les maisons du groupe LVMH qui n'échangeaient pas forcément, là, sur ces sujets-là, à un moment donné, on est obligé de travailler ensemble. On est obligé de travailler ensemble parce qu'une marque n'y arrivera pas toute seule. Ouais. Ça, c'est évident. On est obligé de mettre en commun, parce que là, quand on parle même de créer des nouvelles matières, c'est des investissements importants, des investissements de R&D, c'est des minimums de production. Donc oui, il y a un besoin de partage. Et puis, et je pense que tout le monde s'y retrouve après. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr qu'une entreprise, une marque n'y arrivera pas toute seule, donc on a besoin de partager. Par exemple, pour vous, Marie, il y a la question de la traçabilité. Oui. Qui est fondamentale. En effet, on a parlé de certification et à côté, évidemment, de pouvoir identifier toute la chaîne de valeur et de pouvoir ensuite communiquer et justifier aussi les choix qui sont faits, les partis pris qui sont faits depuis les studios des directeurs artistiques des maisons. C'est-à-dire que c'est pas des choix au hasard et donc il peut y avoir des partis pris par exemple sur le cuir, sur le coton, qui est aussi avec la consommation en eau, donc tous ces sujets-là, pour pouvoir aussi garantir le cycle de vie en fait des produits parce que c'est aussi un sujet et la traçabilité va ensemble. Garder l'information et en fait c'est ça aussi aujourd'hui. On est dans un monde qui est digital et on sait que la data devient également centrale et y compris pour l'industrie textile qui est une vieille dame, mais en même temps, la data permet aussi de bouger les lignes. Et de redonner de la valeur en fait. Le produit, sinon, s'il perd son information, il perd aussi de la valeur. Donc, si l'information reste avec, la valeur est conservée et ça, c'est important. Et c'est notamment là que vous avez besoin de nouvelles compétences ? Oui. Alors, oui, déjà, en fait, il y a déjà des systèmes d'information qui peuvent être un petit peu à l'ancienne, j'allais dire, on parle de tableau Excel, de choses comme ça. Ensuite, il y a aussi les métiers, parce que c'est des métiers dans la chaîne de valeur textile descendant. Un acheteur va acheter, puis ensuite, il s'est livré à la usine de fabrication, et ça passe, et puis hop, une nouvelle commande arrive. Là, on est en train la circularité implique justement de conserver tout ça et de consolider finalement ces systèmes d'information parce qu'il y a beaucoup de déperdition d'informations aujourd'hui et il faut pouvoir monter en compétence sur tout ça. Donc ça va effectivement avec une évolution aussi de ce côté-là. Et justement, quel conseil donneriez-vous là aussi à un jeune qui voudrait, alors pas forcément être un entrepreneuriat, parce que là, il faut déjà être dans un groupe, dans une maison, mais pour changer de paradigme comme ça, comment on réfléchit, on tombe sur un problème et on se dit comment le résoudre ? Aujourd'hui, c'est un peu ça ? Justement, j'allais dire que les jeunes qui arrivent, cette génération, ou même les étudiants, ont un regard neuf, finalement. Ils ne rentrent pas dans les vieux schémas, parce qu'eux-mêmes, ils intègrent, en tout cas avec tous les jeunes designers avec qui on travaille, qui sont ravis de l'opportunité que représentent les tissus non-à-source, mais évidemment l'opportunité économique, mais aussi l'opportunité environnementale. C'est-à-dire, on part de l'existence, c'est une contrainte, donc l'upcycling, c'est une contrainte. Ils ont un regard neuf, c'est-à-dire qu'ils partent dans une chaîne de fabrication qui est différente. C'est-à-dire, c'est la cuisine du marché, on a ça. Comment est-ce qu'on va travailler notre produit pour que ça fonctionne ? On en parlait tout à l'heure avec le soulier, mais voilà, c'est ça. Et donc, ce regard neuf, finalement, permet de construire des nouveaux schémas pour aller jusqu'à la production, parce que derrière, c'est ça, les enjeux. C'est que les industrialisations suivent. Et donc, c'est peut-être plus facile quand on démarre, en tout cas, si c'est sa propre marque, plus facile, en tout cas, de ce côté-là. Je ne dis pas que c'est plus simple de manière générale. Confirmé, Eugène ? Bien sûr. Ouais. Cette appropriation de ce nouveau processus créatif qui change les choses. C'est plus simple, parce que comme on n'est pas sur un processus où il y a forcément des délais, et puis, en tout cas c'est le cas des DNVB, toutes les marques aujourd'hui qui sont en train de se créer, elles sont déjà sur un business model qui n'est plus du tout le business model traditionnel, il n'y a plus de vente en gros, c'est de la vente en direct, elles ne suivent plus forcément les collections, ou quand elles le font, on peut acheter le produit tout de suite, donc ils ont prévu un stock précis, donc c'est plus simple d'avoir une action que sur une machine qui est déjà lancée. Moi, ça a été le cas à une période aussi où j'avais une machine qui était assez lancée. C'était plus difficile de pouvoir réintégrer. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où j'ai stoppé certaines choses pour les refaire différemment. Et c'est plus facile à faire dès le début. Oui. Et les jeunes marques, en fait... Oui, et si on part avec ça, c'est plus facile que de changer des choses établies, finalement, de modifier des choses. Exactement. Et alors, votre nouvelle matière, alors déjà, les baskets, on a de la chance qu'on les voit déjà, mais elles vont sortir là dans quelques semaines. Est-ce que vous pourriez partager cette nouvelle matière ? Alors, c'est justement le débat actuel. Je reçois
des demandes de belles marques. Hein. Et aujourd'hui, le sujet, c'est plus que je me dis, est-ce que j'ai envie de devenir un industriel de déchets biomarins? Pas forcément. Est-ce que j'ai envie de faire un projet, pourquoi pas open source, accessible à tous, superbe, parce qu'au final, ce serait une démarche vertueuse, mais pour tout le monde. Mais surtout, si demain je mets à profit cette matière à d'autres marques, d'autres maisons, il faut qu'il y ait un contrat en fin de vie, parce que sinon je déplace à nouveau le problème. Alors moi, je suis garant sur mon soulier, je sais ce que j'en fais. D'ailleurs, le soulier est consigné, mais si je le fais pour d'autres marques, ça vous échappe. Ça m'échappe. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu encore le sujet qui est à l'étude, et voilà, il y a déjà des discussions en cours intéressantes. Voilà, en tout cas, peut-être la conclusion, c'est qu'effectivement, on voit que tout ça est en évolution perpétuelle. Vous n'arrêtez jamais les uns et les autres, j'imagine, sur ces questions-là. Il faut arriver avec un autre paradigme en tête, c'est bien ce que vous nous expliquez, mais souvent les jeunes, les étudiants ont cette idée-là et regarder les choses autrement pour avancer, mais il y a beaucoup à faire encore, on l'imagine. Merci infiniment à tous les trois. Christophe Bouquet, directeur qualité, conformité RSE, SAV chez Chloé. Marie Falguera, cofondatrice de NonaSource, bonne continuation, et Eugène Reconos, aussi designer, on attend impatiemment. Il y a des versions un peu plus petites ou pas? Hommes-femmes, toutes les pointures. Super, parfait, c'est inclusif aussi, donc ça marche. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup.